Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre podcast Bleu, Blanc, Noir, édition du 24 novembre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous pour mener donc ce nouveau podcast. Comme je vous l'avais annoncé, dans quelques instants, on va avoir Mathieu Lemay qui va venir nous parler un peu on va jaser de l'avenir de l'Impact, l'avenir de la MLS, bref. Je vais vous mettre en contexte tout à l'heure alors qu'on va rentrer avec Mathieu. Tout juste avant, gros soir dans la MLS, gros soir de soccer et j'espère que vous suivez avec attention les 3 matchs qui sont présentés ce soir. Dans un premier temps, Toronto affronte Nashville, un match qui est présentement en cours, qui devrait être mené 3-0 par Nashville au moment où on se parle. Toronto qui devrait se battre à 10 contre 11. Mais bon, c'est pas nous autres qui arbitrent cette rencontre-là. L'Union face aux Revs qui ont sorti, bien sûr, l'Impact de Montréal de cette course aux séries. Donc, un match qui va être assez intéressant. Saunders LAFC vient terminer cette soirée de soccer à l'antenne de TVA Sport. Thumbs up à Frédéric Guay, Assoun Camara, Vincent Détouche et Frédéric Laure pour leur incroyable travail à ce niveau-là. Je regarde, d'entrée de jeu, j'ai quelques points que je veux vous parler. Je regarde beaucoup de bruit aujourd'hui sur les médias sociaux, sur différents sujets. Entre autres, le coulage à l'effet que l'Impact aurait avisé certains médias, certains journalistes que Camacho évoluerait en 6. Je veux juste mettre une chose au clair. J'ai mis dans mon 11 de départ Camacho en 6. Je peux vous confirmer qu'il y a personne qui me parle au sein de l'Impact de Montréal. J'ai aucun lien, aucune entrée avec l'Impact de Montréal et vous regarderez les 11 d'un peu tout le monde, remonter les fils et je suis un des premiers à avoir sorti cette information-là, à l'avoir placée là dans mon 11. Avant plusieurs, donc allez voir ça. Excellent texte aujourd'hui de Jérémy Filosa. Qui part, qui reste, les options qu'on peut signer, ceux qu'on doit laisser partir. Bref, l'Impact, on va en parler tantôt là, avec Mathieu, mais l'Impact est à la croisée des chemins, devra faire certains choix en égard à l'avenir avec cette formation-là au plan sportif. C'est intéressant de suivre le texte de Jérémy Filosa pour savoir là, c'est quoi un peu la base de l'attitude que peut se donner Olivier Renard et Thierry Henry présentement. John Limniatis, Journal de Montréal, signe un billet aujourd'hui sur l'Impact de Montréal. Foudroyant, on va le dire comme ça. On dit souvent qu'il n'y a pas de critique, qu'il n'y a pas de couverture de l'Impact de Montréal dans le mass média. John signe tout un texte dans le Journal de Montréal. Ouch, ça fait mal. Où on compare un peu les joueurs de l'attaque de Montréal à des cônes oranges et on se questionne à savoir si c'est ça l'Impact montréalais. Bref, on voit pas souvent dans les masses médias des textes d'opinion sur l'Impact de Montréal et ça, à mes yeux, à moi, c'en était un. C'était pas le plus positif par contre, mais c'en était un. Donc, fine. Je suis content de voir qu'on s'en va vers là. Shamit Chaume opéré avec succès pour une hernie sportive. Donc, on comprend un petit peu mieux, sans dire le désarroi, mais la non-performance peut-être. J'ai été le premier à être très critique à l'égard de Shamit Chaume. Je pense que si on l'opère aujourd'hui pour une hernie sportive et qu'il rate 6 à 8 semaines d'activité, il a dû jouer depuis un bon moment avec cette blessure-là. Donc, dans ces conditions-là, je pense qu'il faut être indulgent avec l'analyse d'après-saison qu'on fera du travail de Shamit Chaume.
Dwayne Rollins, je veux pas maganer le nom, là, mais signe également là, une info, la CPL à Québec, est-ce que c'est pour bientôt? Ça pourrait être pour bientôt, semble avoir des, des informations à l'effet qu'il pourrait y avoir une équipe en sol québécois au Québec, à Québec. Et moi, je vous le dis depuis le départ, je m'en suis jamais caché. Si j'étais vous, je mettrais 2 piastres sur Québec, arrondissement Beauport, ou le stade présentement multisport, on va l'appeler comme ça, puisque le hockey et le soccer au stade Marc-Simoneau. Moi, je pense que ça sera là le nouveau quartier général d'un club de la CPL. On pourrait le voir évoluer au stade TELUS du PEPS. On sait que la CPL ne sera jamais heureuse tant et aussi longtemps qu'elle n'aura pas un pied à terre dans la vieille capitale et dans la province québécoise, Montréal, où ces banlieues pourraient accueillir une équipe éventuellement. Il y a beaucoup de bruit également sur la ligne pour Moncton. Bref, je pense que Québec est la suite logique au développement de la CPL. Je serais pas surpris de le voir. Faudra arrimer certaines choses et si on veut voir le projet déboucher, il faudra une saison 2020 qui soit normale. Donc, avec des partisans, avec des fans et on pourrait voir aboutir le projet de la CPL, donc qui pourrait débuter au stade TELUS du PEPS. Beaucoup de bruit également aujourd'hui sur un consensus, un groupe de Montréal qui a réservé des noms et ça a fait spinner beaucoup d'informations. L'information que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que le 9 novembre dernier, il y a 2 gars de Montréal qui se sont mis à réserver auprès du registre des entreprises du Québec, ont légalement créé une société par action et ont utilisé 7 pages de noms. Là. Et nommez-les toutes, là, n'importe quel nom relié au soccer au Québec fera définitivement partie de ce conglomérat-là. Donc, à la base de tout ça, on a une entreprise qui gère donc des joueurs, une agence de gérance de joueurs. Donc, 2 gars de Montréal qui ont réservé à peu près tous les noms. Là. Le Manic Futsal, des noms de stades, des noms de ligues, des noms pour à peu près toutes les villes, Laval, Québec, partout où il y a une rumeur donc de CPL. Bref, on a ramassé le paquet. Est-ce que c'est pour revendre le nom éventuellement qu'il y aura une confirmation de la venue d'une formation? Est-ce qu'on travaille pour d'autres gens? Visiblement, selon l'information que j'en ai, ça m'étonnerait que les 2 personnes en question se portent acquéreurs à ce moment-ci d'une concession de la CPL. Donc, énervez-vous pas avec la présence de la CPL en sol montréalais. Je pense que si ça se fait, ça se fera pas par ce conglomérat-là et ça se fera pas non plus dans les circonstances actuelles. Nouvelle concernant l'Impact de Montréal. L'Impact, selon moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux via Amine, que vous connaissez parce qu'il a déjà été avec nous ici dans l'émission, mais Nilton a repris également l'information. Florin Tanas, qui pourrait intéresser l'Impact, un jeune numéro 10 de 26 ans, peut jouer sur le flanc gauche, mais est à l'aise en position de 10, un jeune Roumain. Pourrait être dans la mire de l'Impact de Montréal. On va suivre le dossier, mais je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce que l'information est encore assez précaire là-dessus. On sait que la formation avec laquelle il évolue présentement a besoin d'argent. C'est dur pour tout le monde, la situation avec la COVID. Donc, il faudra voir. Atlanta United a fait son bilan de saison, même s'ils joueront en décembre en CONCACAF. 9 joueurs qui quittent, ça a été annoncé par Atlanta United. L'Impact devra faire le même bilan de saison. L'Impact devra trouver un moyen d'analyser ses ressources et de voir comment on va trouver le moyen de relancer cette formation-là, autant au niveau du public que de son fanbase. La situation actuelle n'étant pas
facile, n'a pas été facile. La saison 2020, vous le savez, hein, a été difficile dans le contexte de la pandémie. Donc, il faut trouver un moyen de se relancer. Mais l'Impact devra faire son bilan de saison et on le voit, Atlanta a fait le sien. 9 joueurs qui partent et tout ça fait en sorte que aujourd'hui, on est à se demander, est-ce que l'Impact est à la croisée des chemins? Est-ce que la MLS est à la croisée des chemins également? On va aller dans quelques instants rejoindre Mathieu Lemay, que vous connaissez pour, entre autres, le Kaiser Foot et plusieurs autres interventions, entre autres à la radio Maghreb. Du côté de Montréal avec Adi Raphaël tous les lundis à 19h. Donc, on va regarder tout ça avec lui. J'avais 5-6 points que je voulais discuter. Comment l'Impact va rebondir de cette saison pas facile, saison décevante à certains niveaux, mais à l'instar donc d'Atlanta United qui l'a fait, l'Impact devra éventuellement faire son bilan de saison. La couverture et l'écho de l'Impact est difficile et c'est difficile également pour la MLS. Est-ce que la MLS et l'Impact est à la croisée des chemins? C'est un peu la réflexion qu'avait Alexandre Pratt dans la presse. Puis je vais me servir de ça donc pour démarrer cette discussion-là avec Mathieu Lemay que je vais aller rejoindre à l'instant. Allô Mathieu, ça va bien? Bonsoir Jeff, bonsoir à tous et à toutes qui sont à l'écoute. Merci tout le monde. Hey, Mathieu, avant que on rentre dans le sujet de l'Impact, je viens de voir passer et je sais que tu es un fan et un connaisseur surtout de la Bundesliga. Erling Haaland. Haaland. Mais qu'est-ce qui manque? 15 buts en 12 matchs? Ouais, si tu as vu la pièce d'homme qu'il est, on est en train de le surnommer le Terminator. Hein? Alors, il est rapide et il est énorme. Il déplace de l'air et puis il déplace des murs sur le terrain et il marque à un point tel qu'il y a une discussion, même en Europe, à savoir s'il n'est pas en train de surpasser un certain Kylian Mbappé comme jeune espoir ou comme jeune prometteur, parce que vraiment sa progression est phénoménale. Il y a même des rumeurs qui ont dit que le Real Madrid serait intéressé à lui plus qu'à Kylian Mbappé, alors que Kylian Mbappé, Zidane, c'est un secret de polichinelle que Zidane voulait ce joueur-là, le veut toujours. Mais là, Erling Braut Haaland, qui vient du circuit du Red Bull Salzbourg, oui, et que Dortmund a réussi en payant la clause de... cette espèce de clause, le montant de la clause libératoire de 20 millions, ils ont été le chercher, puis quand ils vont le revendre, ils vont se faire un méchant pactole, mais je pense qu'on va le garder peut-être au moins encore un an ou deux, là. Et il est en train de terroriser de terroriser les adversaires. Il a même marqué contre le Bayern de Munich malgré la défaite contre le Classica. C'est dire que même les grosses équipes, la Ligue des champions, nomme toutes les compétitions que tu veux, il marque des buts. Il a marqué beaucoup de buts avec Salzbourg. Jesse Marsch, je pourrais te le dire, en Ligue des champions, avant qu'on le transfère à Dortmund. Visiblement, il n'y a rien qui l'arrête. Donc, les transferts, c'est pas propre à la MLS, c'est pas propre à l'Impact. Parce que c'est un peu ça. Quand je lis le billet d'Alexandre Pratt dans la presse qui disait que bon, les codes d'écoute de la MLS sont difficiles présentement. Je sais que Nilton va faire un podcast là, sous peu sur les codes d'écoute justement des séries d'après-saison. C'est sûr que bon, il y a une perte d'intérêt à partir du moment où l'Impact de Montréal n'est plus dans la course, j'imagine, qui est normal, mais je suis en train de me demander, est-ce que c'est vraiment l'Impact qui a un problème d'implantation ou est-ce que c'est le circuit de la MLS qui a de la misère à s'implanter? Je pense qu'au point de départ, l'Impact a sa part de responsabilité. Il faut se rappeler, au cours des dernières années, Joey Saputo a décidé de ne pas dépenser en marketing et en communication. Il a même décidé de couper dans ces départements-là.
Et ce faisant, je trouve, moi, personnellement, et plusieurs sont de mon avis, que l'Impact ne fait pas les efforts pour attirer le plus de fans possible au stade. Parce que malgré le fait que l'Impact ait connu sa part de succès pendant les 8 ans qu'il existe en MLS, pendant les 8 ans de son existence en MLS, on a l'impression que les foules qui viennent au stade Saputo ou même au stade olympique, c'est purement événementiel, où ça ne dure pas. Mais en même temps, est-ce que la direction fait ce qu'il faut pour avoir cette capacité de rétention du public? Je pense que tous les efforts n'ont pas été faits. Dans le même temps, quand l'Impact est rentré dans la MLS, je pense que naïvement, Joey Saputo s'est dit, on est dans le circuit des ligues majeures en Amérique du Nord, et si on gagne, on va attirer du public parce que Montréal aime les gagnants. Oui. Et avec le temps, il s'est rendu compte que la victoire ne suffit pas, mais il s'est créé un peu un cercle vicieux par rapport à ça. Quand tu parlais du buzz, là, il y a quelques années, c'était ça, en fait. C'était à ça qu'il faisait référence, c'est-à-dire le fait que l'équipe avait connu des succès, mais les gens ne se déplaçaient pas outre mesure. Surtout, et je vais y revenir un petit peu plus tard, surtout que le soccer est le sport le plus pratiqué par les jeunes depuis 20 ans. Oui. Depuis les années 90, et ça risque d'être encore le cas pour un bout de temps, pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est pas l'attrait du sport le problème, c'est pas le hockey le problème, c'est que l'Impact ne fait pas les efforts nécessaires. Combien de fois on a entendu dire « Je ne vois pas de pub dans les métros, dans les rues, mur à mur, on ne voit rien de tout ça. » Là, maintenant qu'on semble avoir décidé de bâtir une structure professionnelle avec l'arrivée d'un vrai directeur sportif, Olivier Renard, et on a Kevin Gilmore qui a travaillé dans la MLS, mais dans le hockey, puis lui, je pense que sa branche va être un petit peu plus dans le marketing ou de vendre un peu plus l'équipe et de bâtir peut-être une cellule de communication. Le fait qu'Arcadio Marcusi, qui est une personnalité bien connue, travaille maintenant à la direction médiatique au sein de l'Impact, je pense qu'on commence enfin, au même titre qu'on essaie de bâtir une équipe sur le plan structurel avec des fondations du jeu et une identité, une culture qui va être propre au club. Je pense que de concert, on va travailler aussi à bâtir quelque chose dans le département justement des communications, du marketing, des ventes pour attirer les foules de façon à ce que justement cette identité-là des clubs parle au public de différentes manières et ce qui va amener, je pense, une capacité de rétention au stade parce que c'est pas vrai que c'est juste la réussite qui va faire qu'on va attirer des gens au stade. Il suffit de voir d'autres exemples dans la MLS pour se rendre compte qu'il y a des gens qui viennent au stade, peu importe les succès de l'équipe, mais quand tu regardes un peu les tactiques qu'on fait de marketing ou d'ici ou ailleurs, ben forcément, on se dit ben pourquoi on s'en inspire pas? Il y a parfois aussi des choses que j'entends en Europe qui pourraient faciliter aussi la chose pour créer ce que j'appellerais une culture foot, une culture soccer au sein de la ville de Montréal. Je pense qu'il y a moyen de créer ça. C'est juste qu'on n'a pas vraiment essayé à fond. Après, une fois qu'on embarque là-dedans, il faut donner le temps. Bâtir un club de foot, c'est la même chose quand tu veux bâtir aussi un lien avec les fans. C'est comme le vin, je le dis souvent. Et le vin, ça prend du temps avant d'arriver à maturité pour avoir les meilleurs millésimés. Alors, il faut laisser du temps. La MLS aussi n'a que 25 ans. Et je pense que pour d'autres marchés en difficulté, c'est le même problème, mais il faut laisser du temps à soit les nouveaux investisseurs, soit les anciens marchés de se remettre, se remettre sur les rails. Voilà. Exactement. Urban Philosophie qui nous dit pas de boutique au centre-ville pour l'Impact, tandis que Pacifique a pignon sur rue à Victoria et York ouvre une boutique en 2021. Fait que ça en est des stratégies différentes pour s'implanter. Tantôt, tu parlais d'efforts qui sont peut-être pas mis de l'avant pour l'Impact de Montréal. Est-ce que ça se peut que l'effort ne soit juste pas combiné? Tantôt, tu parlais aussi du buzz. Saputo a essayé de faire du chemin sur le buzz de l'Impact, mais est-ce que ça se peut que, comme par exemple l'avenue d'un Didier Drogba, le timing était juste pas bon parce qu'on n'avait pas arrimé justement la facette de culture de club, la facette de marketing. Si tout ça était jumelé, qu'on avait un club gagnant qui s'était implanté et que là, on amenait un Didier Drogba, est-ce que les choses auraient été différentes? Ce qui aurait été différent, c'est que moi, j'en viens à l'aspect fondation et structurel.
l'Impact au moment de l'arrivée de Drogba, et Drogba l'a fait sentir à sa façon aussi quand il s'en est aperçu, il n'y avait pas de fondation structurelle assez solide au sein de la direction du club qui fonctionnait encore un peu sous des méthodes familiales comme avant d'entrer dans la MLS. Parce que je pense que c'est là une erreur, je pense, que Joey Saputo a commise, c'est qu'il pensait qu'en investissant sur les joueurs, et donc les gros noms, comme Drogba, tu viens de le dire, on attirait les foules. Et d'ailleurs, Drogba a attiré la communauté ivoirienne qui vit sur la rive sud, ils sont venus au stade. Donc, sur ce plan-là, c'était pas une mauvaise idée, mais ça reste une vision à court terme, parce qu'on savait que Drogba resterait pas super longtemps à cause de son âge et toutes sortes d'autres facteurs. Et d'ailleurs, il est resté qu'un an et demi. Et en quelque part, son lien avec la direction s'est terminé. Hein, ça n'a pas été nécessairement au beau fixe. Ça l'était plus avec les fans quand même, là, soyons honnêtes, avec les joueurs. Mais je ferme la parenthèse ici. L'exemple de Drogba que tu soulèves, c'était pas juste une question de timing, c'est une question justement structurelle. Parce que, justement, pour que ça aille de concert, je l'ai dit tantôt, maintenant que l'Impact travaille à bâtir des fondations sur le plan sportif, il n'y a aucune raison, et on le voit qu'il travaille, je pense, dans ces départements-là, pour le faire en parallèle dans les autres départements. L'un ne va pas sans l'autre. Ça se conjugue. Mais l'erreur de Joey, justement, c'est qu'en pensant que ce qui attirait les foules, c'est la victoire et les gros noms, les vedettes, c'est d'ailleurs, on va y revenir sans doute plus tard quand on va parler de l'aspect médiatique, là, mais l'attraction, le pouvoir d'attraction des vedettes serait suffisant, mais à l'arrivée, ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que le fan ou le public, même celui qui ne connaît pas Drogba, il cherche autre chose. Et il cherche autre chose qui va le faire maintenir au stade, qui va faire aimer son expérience foot, son expérience sportive, son expérience en termes de divertissement sportif. Appelle ça comme tu veux. Alors, il y a donc plein de petits travails à faire en amont sur ce plan-là. D'ailleurs, tu as nommé des exemples, je trouve pertinents. Il n'y a pas de boutique à l'extérieur du stade. Je pourrais te donner l'exemple de Kansas City, qui est un marché plus petit que Montréal. Ben, eux, ils en ont une boutique, je pense, à l'extérieur de leur stade. Il y a un lien avec les fans qui s'est créé avec les années. Et c'est là que je veux en venir, c'est que Joey a pensé que de payer dans les salaires et dans les joueurs serait suffisant, sauf que cet argent-là, c'est une dépense. Il n'a pas mis de l'argent dans sa structure, dans ses fondations, à part l'académie. Et dans son discours un peu plus tard, je me rappelle, il l'a dit, Joey, il a dit à un moment donné, il dit peut-être que je devrais couper dans l'académie ou dans ces autres départements-là. Pour moi, c'est des dépenses. Mais attends, ton académie, et si tu avais investi dans la communication et le marketing, c'est pas des dépenses, c'est de l'investissement parce que à long terme, tu espères quelque chose en retour. Alors que payer un salaire d'un joueur, si tu ne le revends pas, le joueur, surtout si tu achètes un vétéran, ben ça, c'est de la dépense, au contraire. Ça rentre dans le passif. Et c'est pour ça, justement, que l'Impact s'est un peu endetté, c'est un peu mis dans une forme de cercle vicieux. Maintenant, je pense qu'avec cette première année, avec cette nouvelle ère, et on pourra en parler en résumant la saison de la même affaire, je pense que l'Impact s'est mis dans les bonnes dispositions pour aller dans la bonne direction. Et le plus bel exemple, c'est même dans la façon de travailler d'Olivier Renard et qu'il le communique aux médias, tu sens déjà une différence. Et donc, même le public, le fan averti, ou le fan de l'Impact, qui n'est pas fan de foot, mais qui est fan de l'Impact, lui-même sur les médias sociaux, il a dit « Ah, je sens une différence ». Ça peut rejaillir aussi dans la façon de travailler que Kevin Gilmore a dit qu'il voulait apporter dans les bureaux. Pour ce qui est des communications et des marketing, tu vas voir, avec le temps, on va peut-être, je l'espère, sentir un vent de changement, puis probablement qu'à d'ici 4-5 ans, on va avoir établi enfin un vrai noyau, puis une base un peu plus solide, que ce soit d'abonnés de saison ou de personnes qui vont aimer la culture foot. Parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose, malgré tout, on a ce qu'on appelle là, dans les avant-matchs, dans les stationnements, on a ces espèces de tailgate. Les tailgates, c'est ça. Même avec rien, il y a quand même quelque chose. Imagine ce qu'on peut faire si on avait investi là-dedans. Qu'est-ce que ça aurait apporté au-delà des tailgates, justement, puis au-delà de tous ces trucs qui sont aux alentours du match, toutes ces espèces de petits bonnies, là, ces espèces de petits à côté qui font le charme, justement, de la culture foot et même de ce sport-là en général.
On a justement, tu sais, la marche des ultras. Il y a tellement de choses sur lesquelles qu'on pourrait travailler en amont de tout ça. Et Joey Saputo, en plus, a la chance d'avoir une entreprise d'envergure internationale qui pourrait facilement implanter un peu partout au Québec là, des liens directs avec la communauté par ses entreprises propres à lui-même. Bref, ça serait facile de le faire. Mais si on parle de culture de club, on sait là, l'impact, on le sent qu'il y a une identité sportive qui est en train de se créer. On est au départ de tout ça. Tantôt, tu parlais de 4-5 ans avant de mettre les bases. Est-ce que c'est ce que le fan de foot devra attendre avant de vraiment dire on a une équipe qui passe à un autre step où on peut espérer connaître du succès, même s'il y a un travail qui se fait en parallèle de tout ça, de construire cette fameuse culture de club? Ben, tu vas quand même la sentir avant 4-5 ans. Tu vas sentir un progrès. Quand je parle de 4-5 ans, là, je parle probablement là, quand on va atteindre peut-être un seuil, un plateau où là, on pourra dire « Ah, là, c'est vraiment une réussite. » Il y a quelque chose. Mais avant ça, tu vas sentir, je l'espère, tu vas sentir des gestes, des actions, des décisions qui vont être prises, qui vont rejoindre le fan. Et avec le temps, à un moment donné, on va finir par en parler, mais c'est sûr que ça va venir de l'impact, ça va venir de leur bureau, ça va venir de leur marketing, de leur communication, ça va venir d'à peu près tous les départements qui n'est pas nécessairement dans le sportif. Mais au niveau sportif, déjà, le club, je pense, est en bonne main. Et ça va contribuer aussi, d'une certaine façon, je pense, à créer le lien entre le public et le club. Parce que justement, dans le discours, quand on parle de structure, et même Kevin Guillemot en a parlé beaucoup, lui a constaté que le club n'avait pas d'identité, n'avait pas. Donc, s'il n'y a pas d'identité, comment tu veux que ça parle à des gens? Le Canadien de Montréal, dont on parle tout le temps, ils se sont créés une identité qui a un lien avec les gens. Les Alouettes, c'est la même chose. Les Expos, ça leur a pris du temps, mais ils ont créé pendant le temps qu'ils étaient là, ils ont créé une forme de relation, un lien d'identité avec les gens. Mais le sport, c'est comme ça. Avec les autres villes, c'est comme ça. Tu es capable, souvent, quand tu regardes à l'extérieur de chez toi, de dire que tel club, son identité de jeu est identifiée parfois à la ville parce que les gens s'y attachent. Mais ça se trouve pas en criant ciseaux, ça demande du travail et il y a des essais-erreurs en cours de route. Sauf que il faut tenter quelque chose. Et moi, je pense que dès le moment qu'ils vont prendre des décisions puis qu'ils vont. J'espère, moi, qu'on va commencer à les voir un peu plus au sein de la ville. Quand tu vas sentir peut-être dans la publicité, il me semble que c'est différent des publicités qui étaient déjà pas nombreuses, des publicités que j'y vais avant. Tu vas le sentir et tu vas voir comment le public va réagir. Mais le truc, tout ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à des résultats instantanés, mais une évolution un peu par palier. Mais déjà, avec cette évolution-là, par palier, on va pouvoir dire qu'il y a un progrès. Et à partir de là, on va attendre qu'il arrive à un seuil, exactement comme l'exemple du vin que je disais tantôt, puis tu vas arriver à la maturité. Mais ça ne t'empêchera pas de faire peut-être des bons crus en cours de route avant d'avoir ton meilleur millésimé. Là. C'est la même chose pour le club. Le club peut évoluer aussi sur le terrain de la même façon parce qu'on fait évoluer l'identité de jeu. On greffe les joueurs qui viennent pour améliorer la formation. C'est le même principe. C'est comme faire une recette aussi, là, en quelque part. Puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de magie là-dedans. Oui, il y a parfois un peu de trucs un peu dus au hasard qui vont forger aussi l'identité, qui vont peut-être forger l'identité du club de façon inattendue, mais ça va être la beauté de la chose. Il va y avoir quelque chose de spontané à l'intérieur de tout ça. Alors moi, je me fais pas de soucis tant qu'ils vont essayer quelque chose. Si je vois qu'ils font rien, là, on en reparlera. Là. Parce que là, présentement, ça va bien. On sent qu'il y a une structure. Je pense que surtout au niveau soccer, on a amené des belles choses avec le duo Renard-Henry. Je pense que ça démontre de belles choses. Il va rester à s'approprier la population, bien sûr, et revenir finalement à ce fameux débat des médias sur la couverture. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est trop? Est-ce qu'elle est pas assez? Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il y a eu, un peu comme tu le disais, dans les dernières années, un vide structurel tellement immense que
il n'y avait pas d'intérêt à couvrir l'Impact parce que comment je pourrais le dire? C'est un produit inachevé, l'Impact de Montréal. Il n'était pas rendu à maturité. Tranquillement, pas vite, on le sent qu'il s'en va dans la bonne direction. Et je pense que je me trompe-tu, Mathieu, ou un va venir directement avec l'autre. Au fur et à mesure de l'évolution de l'Impact, il va gagner petit à petit sa couverture. Et on ne se le cachera pas, l'accueil du public montréalais est encore à ses débuts pour le soccer, malgré tout. Malgré que je le sais que ça fait plus de 100 ans qu'on joue au soccer à Montréal, mais pour le large public, je pense qu'on n'est pas encore rendu à avoir des analyses à tous les matins dans le journal qui évaluent la position en 6 d'un joueur qui aurait pu jouer en 8.5. J'ai l'impression que faut que le journaliste soit beaucoup plus large dans son approche pour séduire les gens. Oui, mais en même temps... Mais le fan de l'Impact s'y retrouvera pas s'il n'y a pas de contenu de qualité. Oui, c'est vrai, ça aussi, il y a un cercle vicieux là-dedans. Mais moi, j'ai une anecdote assez évocatrice. En 2009, quand je couvrais l'Impact pour Fanatic.ca, Marc Dos Santos, qui était l'entraîneur de l'Impact, avait ressenti le besoin de donner des cours de soccer, de tactique aux journalistes, parce que les journalistes ne connaissaient pas le soccer. Quand un gars comme Marc Dos Santos, qui est plus jeune que moi en passant, là, je veux le dire, en est rendu à faire ça, c'est déjà un signe qu'il y a 10 ans, la culture soccer était à peu près au niveau zéro. Ça a évolué petit à petit. Puis là, tu parles des médias. À un moment donné, la nature a l'horreur du vide. On vit dans un univers, parce que ça aussi, c'est un contexte qu'il faut évoquer, on vit dans un univers de concentration médiatique assez forte. Donc, au niveau du grand média, quand tu vas parler d'un sport, ça se sent. Et parfois, quand il y a la concentration médiatique, qu'est-ce qu'on fait? On va vers la facilité. Et l'Impact a eu droit à une couverture, disons, sporadique, mais qui s'est accrue petit à petit, surtout au moment où on est rentré en MLS. Et d'ailleurs, le plus bel exemple, c'est que tous les matchs d'Impact maintenant sont à la télévision, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, il y a quand même une progression. Une progression naturelle. Peut-être qu'on aimerait qu'il en soit davantage, mais une progression naturelle. Et là, il y a une chose qu'on a remarqué, parce que ça aussi, des fois, quand tu ne fais pas tes devoirs en marketing, les médias, des fois, ils ne constatent pas toujours le pouls à l'extérieur. Joey Saputo, par exemple, a cru, je pense, qu'attirer les familles serait gagnant. C'est pas une mauvaise idée, mais finalement, quand on regarde un peu qui vient au stade, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus une branche comme pas mal dans le reste de la MLS. Là. Je ne veux pas généraliser, mais une des tendances qu'on remarque, et que dans ce que moi j'ai fait comme recherche, parce que j'ai quand même écrit un article sur comment la MLS fait ses revenus sur Culture Soccer, et j'ai constaté que un des publics très ciblés, ou en tout cas un des publics qui semble attiré par le produit MLS, et ça inclut l'Impact à Montréal, ce sont les jeunes de 18-34 ans ou 18-40 ans, des gens plus jeunes que moi, là. Alors, ces jeunes-là, bon, premièrement, ils ne regardent pas toujours la télé, ils vont vers le streaming, on pourra en revenir après, parce que ça, les données du streaming, on ne les a pas hein, quand on parle de code d'écoute. Puis la MLS, elle planche un peu là-dessus. Il y a des équipes qui ont des ententes avec des réseaux de diffusion en vidéo. Mais ça, on n'en parle pas, puis ça, la presse ne le sait pas, ça. Mais ça, ou ils n'ont pas vérifié. Puis je voulais juste le souligner à titre de parenthèse, on pourra en reparler après si tu veux. Mais où je veux en venir à partir de là, c'est que quand je dis que la nature a horreur du vide, il y a beaucoup de ces gens-là, de ces jeunes-là, ou des gens pas loin de mon âge, mais qui aiment le foot et qui aiment l'Impact depuis des années. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je te parle de streaming, mais qui parle d'Internet dit aussi podcast. Ouais. Le Cannes Football Club, c'est un podcast indépendant qui existe depuis assez longtemps. Ça s'appelait Soccer sans frontières. À un moment donné, même moi, j'ai parti des podcasts et j'en fais encore. Il y en a d'autres qui sont arrivés sur le coup. Tu as parti toi-même ton émission pour parler de foot, de soccer et de l'Impact. Quand je dis ça, ça veut dire c'est qu'il y a des gens qui ont pris l'initiative de le faire. Fait juste imaginer dans un contexte où médiatiquement on couvre peut-être de façon un peu plus prononcée, disons, l'Impact de Montréal, jusqu'où ça irait. Parce que on le constate, le phénomène du podcast et les écoutes que ça engendre au niveau indépendant, ben c'est comme la diffusion sur Internet. Les réseaux réguliers commencent à allumer
D'ailleurs, TVA Sport parle via Québec Radio. Ils font un podcast avec les gars de TVA Sport qui s'appelle justement IMFC, l'émission. T'as Jérémy Filosa avec 98.5, avec Jean-François Dos Santos et Gavino de Falco. Je les salue eux aussi en passant parce qu'ils nous écoutent aussi sur Média Maghreb, puisque j'en parle de médias indépendants auxquels je participe. D'ailleurs, ils ont parti MFC Radio, qui est financé par le Patreon. Je veux souligner d'ailleurs que le podcast, ça existe en Europe aussi, malgré la popularité du foot. Hein. Donc, on voit que l'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est ça. Donc, tu as MFC Radio. Ils ont parti ça pour parler de l'impact. Ils en parlent à tous les jours, là, quand même. Et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'abonner à cette plateforme-là pour aller écouter ce que ces gens-là ont à dire, quelles sont les dernières nouvelles. Comme toi, t'en fais tous les jours. Tout ça, c'est de fil en aiguille. Ça vient aux oreilles. Là, même RDS a un podcast foot. Une fois par semaine, qui s'appelle Loin de sans foot. Et je nomme tous les noms parce que c'est important, mais c'est juste pour dire que les réseaux sont obligés de suivre. Et en quelque part, et là peut-être je vais jeter pas une petite fléchette à la presse, mais un petit peu quand même. J'ai comme l'impression que la presse vive un petit peu dans une... Excuse l'expression, on est en pleine pandémie, mais ils sont un peu comme dans une bulle par rapport à ça. Et eux, ils prennent peut-être un fait brut qu'on pourrait parler, qui sont les ratings, les codes d'écoute de la MLS. Et eux, ils prennent ça comme argent comptant, ils interprètent le chiffre pour ce qu'il est, mais ils ne regardent pas ce qu'il y a autour. Et c'est pas non plus, dans l'histoire du sport, c'est pas non plus une fin en soi, là, les codes d'écoute. On a déjà vu des ligues en difficulté. La NBA, en basket, a déjà connu des difficultés avant d'être au sommet de la pyramide. Donc, c'est pas vrai là, que c'est une fin en soi et qu'une ligue jeune comme la MLS, ça se travaille, mais ça se travaille via un paquet de trucs. Et je pense que justement, dans l'aspect branché, qui est l'Internet, le podcast, le streaming et tout ça, je pense que, moi, de mon constat, c'est que la MLS, mais aussi ici à Montréal, au plan médiatique, il y a quelque chose qui est né, qui a créé un intérêt par la bande, malheureusement, pas en parallèle de ce que l'Impact aurait pu faire en marketing, et pas vraiment au même rythme que le média, on va dire le média normal ou le média régulier, la presse et tout ça, là, celle qui est vraiment la reconnaissance, là. Ils ont été obligés d'embarquer dans le train en marche plutôt que de l'avoir créé eux-mêmes. Alors qu'à une certaine époque, c'est eux qui auraient créé l'intérêt, tout simplement. Et je pensais justement que l'Impact abonderait là, un petit aparté dans ce sens-là avec, entre autres, Catherine Paquette, qui signe là, souvent les chroniques d'avant-match pour Impact Média. Je pensais que l'Impact, ça allait être une planche qu'elle allait utiliser énormément, mais finalement, oui, c'est un objet promo du club, mais je pensais qu'on aurait du contenu encore plus poussé que ça du côté de l'Impact de Montréal. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné... C'est pas leur rôle. Oui, ben à un moment donné, ça fait pas longtemps. Là. Alors, non, souvent, c'est ça. Surtout dans le contenu promo, des fois, la prise de risque, tu sais, dans ces trucs-là, tu veux faire attention. Donc, mais c'est le début de quelque chose. Il faut peut-être donner la chance au courant, voir ce qu'ils vont faire par la suite. Mais on a quand même accès à certaines choses que même le fan, excuse l'expression, le fan fini, mais on pourrait dire le fan tout court, a fait circuler par les médias sociaux. D'ailleurs, le pouvoir des médias sociaux pour parler de l'impact, je le trouve quand même très parlant. Très, très, très parlant. Parce que moi, j'interagis avec les fans comme d'autres de mes collaborateurs et collaboratrices l'ont fait. J'ai rencontré des gens comme ça. On rencontre la collectivité autour de ça. J'ai rencontré des personnalités du podcast aussi comme ça. Et aussi des vrais journalistes comme ça. Dans les rencontres, par exemple, d'avant-saison, quand ils font la présentation des joueurs. Ce genre de choses-là. Il y a un lien de socialisation qui s'est créé, qui n'existait pas avant. Et je pense que c'est bizarre à dire, mais dans la stratégie communication marketing, là, il va falloir regarder l'angle du web, c'est certain. Et à travers la vidéo de promo dont tu parles, je pense qu'il y a quelque chose à continuer à persévérer là-dedans puis à travailler. Parce que juste le fait d'avoir montré... Bon, c'est vrai que le timing et le résultat du match l'ont permis, mais d'avoir montré le discours d'avant-match et d'après-match de Thierry Henry après la réussite contre DC United qui qualifiait l'Impact en série, les fans ont fait circuler ça. Là. Ça a été regardé. Et ça intéresse les gens. Ça intéresse les gens. Comme on avait eu il y a quelques années un intérêt avec l'époque Drogba, justement, parce que ça n'existait pas la promo, mais ça avait sorti dans les médias sociaux les espèces de selfies où est-ce qu'il se filmait en vidéo en train de chanter en africain, à danser, à zouker, comme ils disent là-bas, dans le vestiaire, avec Didier Drogba et Hassan Camara qui menait le bal.
c'est un exemple parmi d'autres. Là. Et il y avait aussi, on se rappelle, il avait montré Patrice Bernier comme capitaine, faire un discours. Tout ça, tu vois, il y a eu des amorces avant et je pense qu'on avance petit à petit. Peut-être que c'est pas assez vite, mais c'est un élément parmi d'autres. Il va falloir miser sur d'autres choses aussi, sur lesquelles on n'a pas travaillé encore. Là. Parce que l'Impact est jeune, elle est en train de se créer cette culture de club-là. Et au travers de tout ça, il y a les joueurs qu'on peut attirer, il y a les ajouts, les retraits qu'on va faire. À l'instar de Atlanta United qui vient de le faire, l'Impact devra réaliser son bilan de saison. Semble avoir décidé d'attendre après la Ligue des champions de la CONCACAF et c'est bien correct. Mais il faudra donc qu'ils fassent des changements en égard à cette culture de club-là. Et il y a aussi toute une philosophie. On parle dans un plan de comprendre, de se doter d'une culture de club, mais il y a aussi de comprendre cette philosophie-là de la MLS et comment elle agit. Ça aussi, c'est important pour l'Impact de Montréal. C'est vrai, mais en quelque part, dans tout ça, il faut pas oublier qu'il se pointe à l'horizon des prochains droits télé qui vont être négociés au sein de la MLS. En 2022, je pense. Hein? Oui. Et c'est parce que, en quelque part, là, et ça aussi, je pense que la presse oublie de mentionner ce fait-là, c'est que l'entente actuelle ne rapporte pas grand-chose en MLS. Donc, la direction de la MLS, comme telle, je pense, ne fait pas d'effort, surtout à la fin du contrat, pour maximiser davantage ce que j'appellerais la publicité à la télévision. Ils vont miser plutôt sur la prochaine entente. Et avec la perspective, il ne faut pas l'oublier, de la Coupe du Monde en 2026. Il y a un lien là-dedans là, qu'il ne faudra pas oublier direct. La MLS préfère aussi miser sur des petits coups ici et là. Et en quelque part, je l'ai dit, il y a des clubs et la MLS commence à le faire aussi. Ils signent des ententes avec des plateformes web, des liens des plateformes de streaming. DAZN. Oui, mais tu as YouTube avec Los Angeles FC, tu as eu BNR Football qui a signé un accord avec la MLS, il y a Seattle qui a signé un nouvel accord aussi avec un diffuseur, donc un diffuseur en streaming vidéo. Et en plus, dans cet accord-là, c'est une primeur, c'est que le streamer va avoir un lien avec le réseau local qui diffuse les matchs de Seattle pour rejoindre un plus large public. Donc, la MLS n'écarte pas la télévision. C'est pas le streaming versus la télé. C'est vraiment, on va faire quelque chose d'un commun accord. Mais ça veut dire que la MLS a conscience qu'il n'y a pas que la télévision en jeu, malgré des droits pour lesquels ils salivent. Alors, en plus de ça, les codes d'écoute qui sortent, surtout aux États-Unis, c'est surtout pour le public et pour le réseau de ESPN. Il y a un accord aussi avec une autre chaîne, je le rappelle, qui est Univision, qui diffuse les matchs en langue espagnole. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont hispanophones aux États-Unis qui regardent le foot et qui regardent quand même la MLS, et on n'a pas les chiffres pour eux. Donc, il faut voir ce que ça donnerait pour avoir un juste portrait de la situation. Et ensuite, Univision est intéressé à la MLS, et je pense que, comme Fox et ESPN, ils vont vouloir aussi trouver une façon, pour les prochains droits, d'avoir un peu la main à la pâte là, pour avoir une part des droits, même s'il y a peut-être d'autres joueurs qui vont rentrer en ligne de compte. Mais juste pour dire que même s'il y a eu une année de pandémie et qu'il y a eu un tournoi MLS is back où peut-être les chiffres ne semblent pas flamboyants, je pense que la MLS travaille beaucoup en amont en vue de la prochaine entente et aussi dans d'autres petits départements qui sont justement des trucs comme le streaming et ces plateformes-là qui représentent aussi beaucoup d'argent. D'ailleurs, si tu vas voir un article de The Guardian qui analyse justement les codes d'écoute de la MLS, il cite justement des éléments que moi-même j'ai cités dans mon article, c'est-à-dire le streaming partner de Seattle Sounders. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est Amazon Prime quand même. Donc, c'est pas rien. C'est un grand joueur. Mais les gros joueurs sont intéressés. Et il y a un autre élément dont la presse ne parle pas, c'est que si la MLS était si mauvaise et attirait peu de gens, pourquoi les investisseurs sont au portillon pour amener des clubs d'expansion? Et il y a même, pour des anciens clubs, il y a des gens qui rachètent des parts, comme à Chicago, pour réinvestir dans le club et relancer le club. C'est fascinant quand même. Et c'est parce qu'il y a une perspective, justement, plus loin. Ils savent que la Coupe du Monde s'en vient. Ils savent qu'il y a quelque chose qui se ramène, qui va permettre des revenus. Et si tu regardes aussi l'identité de la MLS depuis quelques années,
Là, on recrute plus des pré-retraités, on recrute des plus jeunes joueurs. Il y a des académies, des clubs qui commencent à donner des joueurs dans certains clubs. Et on espère que ça va être le cas pour d'autres. Et là, ces joueurs-là commencent à avoir des valeurs de revente. La vente de Miguel Almiron puis d'Alfonso Davis, là, c'est juste le début. Là. Il va en avoir d'autres. Ils vont peut-être pas être vendus à 100 millions, mais comme la MLS fonctionne avec un cap salarial, si tu les vends à 5, 10, 15 millions, mais t'en vends plus des comme ça, puis avec des coûts à 20, 25, peut-être 30 millions, là, puis peut-être un 40 qui va battre un record, ben la MLS va dire, ben on a accru nos droits télé, puis nos ventes de joueurs, ben ça enrichit les clubs. Mais les revenus vont finir par rentrer. Et si le spectacle continue de s'améliorer comme on voit, parce qu'il y a quand même, au moins sur ce plan-là, la MLS a travaillé là-dessus pour que le jeu, le côté, l'identité hétérogène de la Ligue s'affiche. Et si la MLS le vend bien avec son nouvel accord de droits télé, ben moi, je suis persuadé que les gens qui ne sont pas encore embarqués dans le train, qui ne sont pas à bord du train, à part les fans inconsidérés des clubs aux États-Unis, puis regarde, même Cincinnati attire des foules, c'est incroyable. Et pourtant, c'est pas le plus gros marché des États-Unis, mais ça te donne une idée. Clairement. Et là, tu as Austin qui rentre, c'est pas la plus grosse ville, mais ça va être intéressant de voir combien ils vont attirer. Toutes ces foules-là, là, à un moment donné, il va y avoir du bouche à oreille, ça va aussi rejoindre d'autres personnes. Mais ça, justement, c'est un travail de longue haleine. Mais si on remonte à l'époque où la MLS a commencé, c'est rien comparé à ce que la MLS gagne maintenant, même si c'est vrai. On le savait que la concurrence des autres sports. Les autres sports, c'est sûr qu'ils raflent une grosse part du gâteau. Mais si la tendance va se maintenir, il y a un sport qui va être rattrapé, selon moi, là, si on ne fait rien pour corriger la situation, là, même s'il y a eu des améliorations, c'est le hockey sur glace aux États-Unis. La MLS pourrait rattraper ce sport-là en termes de valeur de droit télé et en termes de popularité s'ils le veulent. Même si la MLS ne joue pas en hiver. C'est vrai que la MLS a de la concurrence partout, mais ils peuvent très bien trouver son public sans pas empêcher les stades d'être remplis à plusieurs endroits aux États-Unis, malgré qu'il y a du baseball. À Kansas City, ça fait longtemps qu'il y a du baseball, mais ils remplissent leur stade à Kansas City, par exemple. Là. Excellent. Puis Atlanta United, qui est une formation quand même assez jeune, réussissent à rejoindre un large public. Là. Ouais. Ah oui, mais ça, c'est le plus bel exemple. Ils ont bâti le stade en partenariat avec les Falcons. Donc, tu as un exemple ici où, au lieu de voir l'autre sport comme la concurrence, c'est un partenariat. Puis Toronto FC, c'est pareil. Et même, je dirais qu'ils s'en servent dans leur marketing, par exemple, parce que c'est les propriétaires des Maple Leafs et d'à peu près tous les clubs sportifs à Toronto, parce que Rogers, ils ont les postes. Les Raptors. Ben là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, si tu achètes un billet de Toronto des Maple Leafs, tu as le droit à une ristourne si tu vas voir le Toronto FC, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils ont rempli leur stade, malgré les 8 ans qu'ils ont été dans le trou. Parce qu'il y avait des stratégies marketing comme ça pour vendre des billets et attirer des gens. À un moment donné, ben, là, le club s'est mis à gagner parce qu'ils ont fini par se rendre compte qu'il fallait pas jeter l'argent par les fenêtres, quand je parlais de structure. Et là, ben, les foules ont été contents. Ils ont gagné un titre. Ils sont même rendus à la finale de la Ligue des champions, eux aussi. Puis ils ont failli la gagner. Alors, en quelque part, Toronto, même si nous, on les déteste, les propriétaires, même s'ils ont beaucoup d'argent, ils se sont donné les moyens, au moins marketing, d'attirer les gens. Ils sont pas assis en disant ça va se faire tout seul. Non, c'est sûr. Mais là, Toronto, au moment où on se parle, je te coupe 30 secondes, semble que ça soit fait, il serait éliminé. Il serait éliminé par Nashville, et j'en profite pour saluer au passage mon ami Anthony Varenne, qui est fan de Nashville, et qui n'y croyait pas. Son cœur était pour Nashville, mais sa tête pour Toronto. Mais là, finalement, effectivement, on est à peu près à 2 minutes de la fin, je pense, mais Nashville a marqué en prolongation un but de Daniel Rios. Alors, effectivement, ça pourrait être le premier... la première grosse surprise. Ouais, c'est ça. Ça sera pas pour... s'il y a des fans de l'Impact qui sont quand même mordus de la MLS et qui veulent que Toronto perde et qui regardent le match, ils doivent jubiler. Là. Ouais, c'est sûr. Puis Revs 2-0 sur l'Union, ça aussi, c'est surprise aussi. Méchante surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça, fait que c'est une bonne nouvelle. Tantôt, tu parlais que l'Impact, pas l'Impact, mais la MLS se dissociait un peu de son étiquette de club de l'âge d'or. Plutôt de ligue de pré-retraités, c'est plus. Ouais, c'est ça. Exactement, ligue de pré-retraités. Oui, je pense que ça va continuer dans ce sens-là. Si on regarde l'évolution quand même de la MLS, on s'en vient avec une ligue d'académie, de ce que je comprends là au niveau de la MLS, U23. Il faut savoir que les clubs se dotent d'académie et même pour encourager ça,
la MLS a décidé de mettre fin à son partenariat avec des ligues, avec des ligues là, ben c'est les ligues où jouaient les clubs écoles, la USL, ou les clubs d'académie en USL pour avoir son propre circuit. Et d'ailleurs, c'est comme ça, dans ce contexte-là, que Patrick Leduc avait fait l'annonce, justement, de l'équipe des U23 pour jouer dans ce nouveau circuit-là, qui aurait dû commencer plus tôt, n'eût été de la pandémie, soit dit en passant. Mais donc, la MLS va avoir un contrôle un petit peu sur l'évolution des académies et encourager, justement, les clubs à investir, justement, dans la jeunesse. Dans la jeunesse, mais aussi pour travailler au développement des joueurs. Parce que en Europe, les académies, pour beaucoup de clubs, c'est quelque chose d'important. La Juve? Oui, mais pendant longtemps, le FC Barcelone a été un producteur incroyable de joueurs issus de ce qu'on appelle la Masia, qui est leur académie. Xavier, Iniesta, Busquets, Piqué et même un petit peu Lionel Messi sont tous sortis de là. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est un investissement parce que quand ces joueurs-là arrivent, ben, tu ne les payes pas à plein salaire tout de suite. Et l'Impact a la possibilité, quand je l'ai dit, on a la pratique du soccer, on a la possibilité d'avoir les meilleurs joueurs québécois qui peuvent jouer avec l'Impact. Le truc maintenant, parce que notre académie était déjà pas si mal quand même, elle était même cotée parmi les meilleurs. La seule pierre d'achoppement, c'était qu'on n'arrivait pas à rimer ça avec l'équipe première. On n'arrivait pas à faire entrer suffisamment de joueurs, contrairement à des équipes comme Dallas, par exemple, qui font très bien ça, ou Philadelphie récemment, qui l'ont très bien fait. Alors maintenant, et je suis persuadé qu'Olivier Renard, c'est dans ses plans aussi, c'est d'arrimer correctement l'académie à l'équipe première et donc d'avoir des joueurs locaux qui vont venir jouer dans le club. Et les meilleurs ils vont peut-être être vendus, là, ça se peut, parce que quand tu as une possibilité de jouer dans un gros club en Europe, on ne le refusera pas. Et le jeune, s'il veut progresser, ça ira. Mais il va y avoir un bassin de joueurs qui vont continuer à jouer ici. Ils auront grandi ici. Le public pourra s'identifier à eux aussi. Ils ne seront pas tous vendus, là. Donc, l'Impact n'est pas là pour faire du trading. Oui, on veut créer un contexte où les joueurs, il y a une marge de progression, il y a une plus-value et avec une forte valeur de revente. Mais on ne va pas vendre tout le monde puis reconstruire à chaque fois. Je pense que, justement, l'Académie va faire partie du ciment pour qu'il y ait des joueurs ici qui soient soit des joueurs de profondeur ou quelques joueurs d'utilité qu'on va étiqueter peut-être MLS, mais c'est pas grave, ça. Qui vont avoir leur carrière en MLS, mais qui vont apporter quelque chose au club tout le temps qu'ils vont être là. Et en soi, l'académie, là, c'est vraiment tout bon. Puis tant mieux si ça produit des talents qui attirent l'attention en Europe et qui va faire même changer la perception en Europe que la MLS est une ligue de pré-retraités. Parce qu'en France, j'entends encore ce discours-là. Ouais, c'est une ligue de 5e division. Et aussi, c'est vrai que l'Inter Miami, en jouant un peu cette carte-là, ils ne se sont pas aidés. Parce que là, on parle des gros noms qui s'en vont en MLS, avec la rumeur de Griezmann qui irait, d'Olivier Giroud qui viendrait. Ça aide pas à changer un peu cette image-là parce qu'il y a encore 1, 2, 3 clubs qui jouent encore cette carte-là, mais ça ne durera pas longtemps, ça. Crois-moi, là, qu'à un moment donné, ces clubs-là qui vont agir à chercher des joueurs pré-retraités, là, si vraiment ils veulent construire leur club là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de futur là, par rapport à ce que la MLS là, fait en ce moment et la direction qu'elle a prise. Est-ce que il y a une grosse, pas une grosse différence, mais je pense que c'est deux fronts qu'il faut quand même évaluer chez l'Impact de Montréal. Est-ce que oui, il y a une part l'académie de l'Impact qui doit mieux arrimer ses joueurs, parce que je pense sans dire qu'on a brûlé du talent à Montréal, je pense que Mathieu Choignard, c'est sûr qu'il a les blessures, mais a jamais vraiment réussi à s'implanter. Anthony Jackson-Hamel, c'est encore difficile après plusieurs saisons. Il y a plusieurs joueurs issus de l'académie qui n'ont pas fait ce step-là. Le fait qu'on ait une académie U23 devrait aider donc à enlever ce gap-là entre l'académie et l'équipe première. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Mais sur un autre pan de cette formation-là, est-ce qu'il y a une job importante à refaire au sein de l'Impact avec tout le scouting et le dépistage des talents peut-être extérieurs autres que l'académie? Ben déjà, Olivier Renard a son réseau qui est pas mal plus étendu que quand on avait le vide structurel puis que ça fonctionnait autour des mêmes agents et Nick DeSantis. Là. Et on a vu tout de suite que ça a fait une équipe unidimensionnelle avec Olivier Renard qui a un plan clair et qui a probablement un réseau plus élargi. On sent que il y a quelque chose d'un peu plus à multifacette, plus protéiforme qui prend place. Parce moi, j'ai senti cette saison des changements pas juste dans la façon de jouer de l'Impact, mais dans les profils qui sont venus.
Romel Kyoto, on n'a jamais eu ce genre de profil-là à Montréal. Là. C'est un bel exemple. C'est un joueur, et on parle d'un joueur qui a joué à MLS. Ça a été un vol, j'aime à le dire, parce qu'on l'a eu pour contre Victor Cabrera. Et je suis persuadé, là, je ne suis pas dans leur tête, mais je suis persuadé qu'à Houston, on doit se mordre les doigts, là, parce que quand tu vois là, ce qui se passe... C'est pas les mêmes résultats. C'est pas les mêmes résultats. Kyoto, c'est un vrai guerrier. Moi, j'ai souvent l'image, j'ai évoqué cette image-là, justement, à un moment donné. Moi, il me rappelle les Spartiates contre les Perses dans 300, là. C'est-à-dire la fameuse bataille, ils lâchent jamais rien. Puis ils sont, même alors que l'ennemi a l'air plus gros, plus fort, lui, au contraire, il lâche jamais rien. Il y avait un géant Pines contre lui à DC United. Il a trouvé le moyen de se servir de son corps pour le sortir un peu du jeu pour faire une passe magnifique à Boyan. Donc, c'est un bel exemple. C'est un vrai poison à cause de ça. Puis lui, tu vois, c'est pas quelqu'un qu'on va forcément revendre, je ne pense pas, et qu'on va garder avec l'impact et qu'on a appris à apprécier. Ça, c'est un exemple. Alors, donc, au niveau du recrutement... Kiza, ça va être un bel ajout, je pense. Oui, mais on a vu qu'il y a des ajouts. Zachary Broguillard, c'est un des jeunes qui a énormément progressé cette saison comme titulaire. Et maintenant que Moustapha Kidza qui est arrivé et qui va jouer à gauche, moi, j'ai hâte de voir l'animation par les flancs dès la saison prochaine de façon régulière. Parce que là, premièrement, Zachary Broguillard n'aura pas besoin de tout faire tout seul du côté droit parce qu'il n'y avait personne à gauche qui le faisait. Kidza va le faire à gauche, alors ils vont pouvoir interchanger. Et ils vont pouvoir donc attaquer et défendre. Je pense que c'est pour ça qu'un peu on a senti que Thierry Henry voulait mettre l'emphase sur le jeu défensif de Zachary Broguillard en fin de saison. Et je pense que c'est un peu ça, sachant que Kiza arrive et avec son QI soccer, savait qu'il y aurait une permutation qui devra se faire. Donc, il fallait que Zachary améliore son jeu pour permettre à Kiza éventuellement de venir monter. L'objectif d'une équipe, de toute façon, c'est de se compléter. Je pense que Thierry Henry, c'est surtout ça, c'est qu'à un moment donné, il veut une équipe qui construit le jeu, donc qui est plus offensive, c'est certain. Mais il sait que la MLS produit beaucoup de buts, donc défensivement, tu peux te mettre en danger. Donc, il a conscience qu'il faut avoir un certain équilibre. Et je pense que le futur du recrutement va aller dans ce sens-là aussi. Mais qui dit équilibre dit aussi une variété de profils, donc une variété de réponses à offrir sur le terrain, parce que je parlais de la MLS hétérogène, et Thierry Henry l'a évoqué aussi. Et Louis Binks, en entrevue à Québec Soccer, l'a évoqué aussi. Un de ses plus gros apprentissages qu'il a dit cette saison, c'est que à chaque fois qu'on change d'une équipe à l'autre, c'est jamais le même style d'attaque auquel on est confronté. Alors, à chaque match, j'apprends quelque chose parce que je ne suis pas confronté au même type d'adversaire. Et il dit en Angleterre, c'est beaucoup plus homogène. On est souvent confronté au même genre. Les variantes sont peut-être sont peut-être plus invisibles, mais fondamentalement, mon style de défense ne va pas évoluer grandement parce qu'en Angleterre, c'est comme ça. Parce que c'est plus homogène en Europe. Ici, la MLS, c'est beaucoup plus hétérogène. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que tu as des équipes, justement, comme Nashville, qui viennent de battre Toronto, par exemple. Je dis ça comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a une parité, je pense aussi. Les identités des équipes sont tellement particulières. Il y a une prise de risque plus grande qui fait que pour atteindre l'équilibre dans ton équipe qui va te faire gagner ou tu penses avoir toutes les réponses, ben celle-là, ça demande peut-être plus de temps, mais ça demande aussi plus de polyvalence de la part des joueurs. Et Zachary Broguillard, l'exemple qu'on a évoqué et sur lequel tu es revenu, ben c'est ça. Thierry Henry veut qu'il anime l'attaque sur le flanc droit parce que les latéraux modernes doivent animer l'attaque. Mais il veut qu'il soit capable de défendre aussi quand ça va être nécessaire et essentiel. Et justement, en fin de saison, il a soigné cet aspect-là. Ça, c'est intéressant. Et ce que je veux dire aussi quand je parlais de Kidza, c'est que ils vont pouvoir alterner les attaques par les flancs. Exactement. Comme ça, il y a un latéral qui peut rester pour défendre si l'autre attaque, et ainsi de suite. Si on sent qu'il y a une ouverture et que les deux peuvent y aller et qu'on court le risque, on va y aller aussi. Ce que je veux dire, c'est que l'attaque, à ce moment-là, ne reposera pas juste à Zachary Broguillard. Et il n'y aura pas à faire des longues courses pour se replier, pour défendre quand ça va être nécessaire. Il va pouvoir doser son énergie correctement sur le terrain. Ça va être important. À partir de là aussi, là, on parle de défense. Peut-être que Thierry Henry va développer un style de défense qu'on ne verra pas venir pour l'année prochaine. Moi, j'ai constaté, entre autres, cette saison, qu'il n'a pas voulu brûler les étapes avec les joueurs. Il savait qu'il y avait du bois mort aussi, que ça allait être peut-être plus compliqué. Donc, il a essayé de faire évoluer ce qu'il a pu faire, et en fonction aussi de l'expérience chez lui comme entraîneur qui grandissait aussi, parce qu'il apprend
avec le bagage tactique, avec les matchs, en voyant ces éléments-là qui se passent. Il est assez intelligent de Thierry Henry pour constater dans les matchs, ça, on s'est trompé là, ça n'a pas fonctionné. Ben voilà, tout ça, là, ça rentre dans son bagage. Dans son bagage, dans son coffre à outils, comme j'aime le dire. Ouais. Et ça va peut-être aussi en partie guider le recrutement. Il va pouvoir dire à Olivier Renard, moi, j'aimerais un profil précisément qui soit fait comme ça, parce que ça va m'aider dans ce que moi, je vais entreprendre pour améliorer l'équipe l'année prochaine, que ce soit, ça peut être à l'attaque, comme ça peut être en défense, ou les deux, ou dans l'entrejeu. Ça peut être donc, ça peut être de n'importe quelle façon. Mais on a constaté quand même les premières bases, les premières pierres qu'ils ont mis tous les deux, Olivier Renard et Thierry Henry. Déjà, on a senti déjà les premières semences de ça. Je parlais de Kyoto, mais même Wanyama, OK, on lui a on sait pas il est où, là. Ouais, bon, ça, on en reparlera, là. Moi, je vais attendre avant de m'en faire. Moi, j'ai appris, avec le monde du foot, là, puis avec tous les romans savants qu'on entend, moi, j'ai appris à pas m'en faire, à pas m'exciter avec ça. Peut-être parce que je regarde trop de fiction aussi, là, mais ça, c'est un autre histoire. Mais là, tu sais, fait que j'apprends, j'en laisse. Mais Wanyama, quand il est arrivé, moi, je trouve qu'il a amené au milieu de terrain une présence physique qu'on n'avait pas non plus. Et son but de la tête contre DC United, c'était toute beauté. Et j'avais dit en ondes cette journée-là, ce but-là, avec l'impact de l'ancien temps, là, pendant les 8 ans, on le marque jamais comme ça. Parce on était d'abord nul sur phase arrêtée, même à l'attaque, et on n'a pas le joueur costaud pour marquer ce genre de but-là. Alors, tu vois tout de suite la différence, et je suis persuadé que, admettons que Wanyama ne revienne pas, on va essayer de trouver un profil peut-être moins connu, mais qui est similaire. Mustafa Kidza, tu lui regardes ben, tu lui regardes le profil, il a l'air d'être à la fois costaud physiquement et rapide, Kyoto un peu pareil. J'ai l'impression que dans les premiers profils qui sont allés chercher Olivier Renard, et je parlais de polyvalence, ils vont chercher des joueurs qui sont forts physiquement, mais rapides, qui sont capables de tenir la balle au pied. C'est un exemple de polyvalence. Il manque peut-être juste les qualités techniques encore au milieu. J'espère qu'ils vont travailler là-dessus prochainement. Là, à part Maciel qui offrait un peu cette qualité technique dans la façon de passer le ballon et de casser les lignes, surtout à ses débuts, parce que, bon, c'est un jeune joueur qu'on l'a moins vu à la fin. Là. Mais ce genre de profil-là, depuis Patrice Bernier, ça manque à l'Impact. Et en MLS, pour moi, ce genre de profil-là est essentiel au milieu de terrain, surtout si tu veux construire le jeu à l'attaque et avoir des options quand si tes alliés sur les flancs n'ont pas les ouvertures. Tu as quelqu'un axial qui peut couper vers l'attaquant, qui devient une option. Moi, je pense que ça peut être une acquisition importante. Et moi, je suis persuadé, puisque Maciel, c'est aussi Olivier Renard qui l'a fait venir, c'est un aspect, c'est un côté de profil, pour parler d'amélioration, que Renard regarde aussi. Mais imagine, probablement que ça existe avec un tarif bas, ça se peut aussi, et qui a une marge de progression, mais ce genre de profil-là existe ailleurs en MLS, donc il n'y a aucune raison pour qu'Olivier Renard n'en trouve pas un à Montréal, là, par exemple, qui contribuait à améliorer l'équipe, comme il va sans doute travailler dans d'autres départements, parce qu'il y a plein de dossiers dont il doit tenir compte. La masse salariale encore, probablement qu'il va essayer de liquider au routier pour libérer encore plus d'espace. Ben oui. Qu'est-ce qui va arriver avec Camacho? Boyan, est-ce qu'il reste? Parce que s'il reste, il devient joueur désigné. Là, ça change la donne pour le recrutement. S'il ne reste pas, ça libère une place de joueur désigné. Donc, à ce moment-là, Olivier Renard peut regarder à savoir qu'est-ce que lui veut comme joueur désigné. C'est ça, exactement. Tantôt, je regardais Florin Tanas, qui un 10 roumain qui pourrait intéresser l'Impact, mais c'est ça, faut avoir le bon fit et il faut qu'il rentre dans l'alignement. Donc, oui, il faut qu'ils rentrent dans l'identité qu'eux autres. Exactement. Ils ont déjà une idée. Je pense qu'ils ont déjà une idée de quelle identité de jeu. Ils n'auront aucun problème, je pense, à trouver le joueur qui va cadrer. C'est sûr que comme c'est un jeune, peut-être qu'ils vont miser là-dessus. Est-ce qu'il va progresser comme ils l'entendent? Ça, ils ne peuvent pas le garantir, c'est impossible. Ils vont bien analyser la chose pour réduire la marge d'erreur. Mais moi, là, s'ils réussissent leur recrutement à chaque fois à 75% du temps, je veux dire, fondamentalement, l'équipe va s'améliorer quand même. Exactement. Les erreurs qu'ils auront commises, au moins, ben, c'est pas des erreurs où est-ce que tu donnes 4 ans à Camacho à 700 000. Je dis, c'est pas que Camacho est pas bon, mais au salaire qu'on le paye, ben, faut qu'il soit dominant. Il faut qu'il soit super dominant. Puis les défenseurs dominants MLS, quelqu'un comme Walter Zimmerman, à Nashville, ben lui, il n'a pas le salaire de Camacho. En tout cas, Camacho, c'est le seul qui a eu un contrat de 4 ans en MLS. Déjà, ça en dit long. Alors, ce genre d'erreur-là, au moins,
Si tu prends un joueur qui coûte moins cher, un jeune, tout ça, ben forcément, si tu te trompes, ça te fera moins mal parce que tu as la marge pour corriger. Puis si tu réussis ton recrutement à 75% du temps, ben, tu dis, ben, mon club progresse. Je sais ce que j'ai besoin d'améliorer au fur et à mesure. C'est tout. C'est ça, exactement. Puis après ça, un coup que tu as cette identité-là et que tu as commencé à bâtir à 75-80%, ben là, c'est facile d'aller faire des ajouts poste pour poste et de dire on a un besoin là, on a identifié. Ça devient beaucoup plus simple. Oui, puis les fans mentionnaient beaucoup, ouais, l'équipe n'a pas de profondeur. Mais moi, j'ai répété souvent que comme on n'avait déjà pas de vrai 11 pendant quelques années, toutes les années que l'Impact a manqué les séries, avec ou sans Piatti, parce que Piatti était là, hein, les 2 premières années qu'ils n'ont pas fait les séries, là, avant qu'il se blesse. Piatti a quand même joué régulièrement, c'était le meilleur buteur de l'équipe, mais on ne faisait pas les séries. En quelque part, on pouvait pas. Tout ne pouvait pas reposer sur un seul joueur, à jouer un style unidimensionnel. L'adversaire a fini par le lire et à un moment donné, on s'était peinturé dans le coin. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Ben, quand tu as bâti l'équipe, ben, il fallait commencer par avoir un vrai 11 titulaire qui se tienne. Et là, on a vu qu'il y a un peu plus de joueurs là, qui peuvent composer le 11. Et moi, je l'ai répété souvent, une fois que tu en arrives là, c'est là qu'il faut que tu te dises que la profondeur, c'est un luxe. Mais pour que ta profondeur, tu puisses la bâtir, là, on en revient à ce qu'on disait par rapport à l'académie tantôt. Là, il y a des joueurs de l'académie, si on arrive à arrimer, ils vont devenir tes joueurs de profondeur en partie. Et si tu trouves aussi quelques autres éléments qui se greffent ici et là et qui sont des éléments de solution qui peuvent être titulaires pour quelques matchs, par exemple, etc., ben là, tu vas l'avoir ton équipe, mais tu peux pas demander la profondeur quand tu n'as déjà pas le 11 titulaire. Un vrai 11. Non, c'est ça, exactement. Un vrai 11 régulier. Puis imagine, avec la COVID, partout dans le monde, les joueurs de soccer se blessent. Hein? On le voit en Europe, là, c'est la catastrophe. Il y a plein de joueurs qui sont qui passent au bistouri ou qui sont envoyés à l'hôpital, à la clinique, quand ils ne sont pas atteints de la COVID. On a vu le phénomène en Allemagne aussi, qui a été la première ligue qui a repris. Sans que ce soit dramatique, le taux de blessés avait augmenté 3 fois plus. Je veux dire, parce que la pandémie a changé les habitudes des joueurs, donc la remise en forme et tout ça, la condition physique, la préparation physique, tout était à refaire. Et ça aussi, ça a été un apprentissage pour tout le monde. On pouvait pas anticiper, là, ça demandait des miracles. Alors pour l'Impact, là, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, à chercher ton 11 titulaire, ben, avec les blessés, les cartons rouges et tout, Thierry Henry, ça a été quelque chose pour lui de jongler. La seule bonne nouvelle, c'est qu'on peut évaluer tout le monde. Et je pense qu'ils savent un peu plus qui ils ont l'intention de garder, quels joueurs ils vont essayer de se départir. Si c'est possible, se départir d'abord des cas urgents en premier, parce qu'il va y avoir un ordre de priorité, parce qu'ils savent peut-être qu'ils ne pourront pas le faire avec tout le monde. Mais comme ils ont trouvé le moyen d'échanger Evan Bush, quand Safir Taider, ils ont réussi à le vendre pour répondre à ses vœux familiaux, ouais. Je veux dire, si Olivier Renard est capable de faire ça et donc de flairer les choses et d'avoir les connexions pour faire ça, ben, on va pouvoir laisser partir Urruti au Mexique ou en Argentine ou peu importe. Ouais. Peut-être que Camacho, on va réussir à s'en départir aussi, peut-être. Quoique s'ils n'y parviennent pas, ils ont quand même... J'ai bien aimé le fait qu'après sa gaffe contre Vancouver, ils aient réussi quand même à le relancer un peu. Ils ont relancé sa confiance, donc ils se disent, lui, c'est peut-être le cas, on va peut-être avoir plus de mal à se départir. Donc, essayons de s'en faire un élément où ces gaffes vont faire moins mal au club, parce que donc pour ça, on va le mettre, on va le relancer mentalement. On va le mettre plus confortable. Et son match comme milieu de terrain contre la Nouvelle-Angleterre, il s'est épuisé, mais il s'est battu, puis il a connu un très fort match. Donc, il ne jouera pas tout le temps ce poste-là, mais au moins de le voir jouer comme ça, s'il fait ça tout le temps qu'il est défenseur, même s'il fait une gaffe, si l'équipe s'améliore et il y a quelqu'un derrière lui qui le couvre peut-être à ce moment-là, ben en attendant que son contrat finisse, ben on pourra vivre avec. Parce qu'il ne faut pas penser que tout le bois mort va partir, mais déjà, on a liquidé un peu. Là, on va en liquider encore. Fait que la progression va se faire. Là. Tranquillement, pas vite. Je suis persuadé que l'an prochain, l'équipe va déjà être meilleure. Moi, j'ai presque aucun doute là-dessus. À moins d'une catastrophe. Moi aussi, non, c'est ça. Moi aussi, je pense que c'est ça. Fait que là, l'Impact doit se trouver un moyen de gagner là au sein de la philosophie de la MLS qui allie justement les jeunes, qui allie encore un peu. On en parlait, Miami. Ben ça, c'est la clé, ça. T'as pas le choix. Les équipes d'expansion, tu parlais d'Atlanta, là. Il y a un correspondant belge, je me souviens plus de son nom, qui avait dit un jour, quand tu bâtis la structure d'un club, il faut que tu te poses 3 questions. Quelle est la culture que tu veux mettre à ton club? C'est quoi? Comment tu la définis?
identifier la culture de la ligue dans laquelle tu évolues. Et la troisième question, comment tu maries ça ensemble pour gagner avec ta structure et ta culture club, dans la culture du club pour aller chercher les trophées? Comment tu fais ça? Et là, donc, il ne faut pas que tu sautes les étapes. Ben, l'impact, tu tiens de le dire un peu dans ta phrase, c'est ça. C'est qu'on définit quelle est la culture du club de l'impact. On identifie, et je pense qu'Olivier Renard a fait ce travail-là en amont, on identifie c'est quoi la culture de la MLS et qu'est-ce qu'on fait pour gagner au sein de la MLS avec la culture que nous, on veut mettre. Et la culture, je l'ai dit, elle est hétérogène dans la MLS, donc l'impact a une marge de manœuvre pour dire on peut imposer notre style propre, comme d'autres équipes mettent leur style propre, et on peut gagner avec ça. Puis Thierry Henry a déjà joué à MLS, donc on le voit qu'il connaît la ligue. Et lui, il la méprise pas, contrairement à d'autres en France. Hein. Ça, je veux juste le mentionner. Quand tu l'écoutes en conférence de presse et que tu le vois mentionner Bruce Arena puis qu'il mentionne tel joueur, tu vois qu'il fait ses devoirs puis qu'il connaît la MLS puis tu sais comment ça se joue. Il sous-estime personne. Donc, il connaît la ligue et je pense que ça fait partie de son apprentissage aussi. C'est un contexte, je pense, s'il veut grandir en tant qu'entraîneur, moi, je pense que c'est un bon contexte. Il n'est pas obligé de devenir un grand entraîneur. Et peut-être qu'en France, on va se dire « Ouais, mais Zidane aura été meilleur entraîneur. » Peu importe. Si Thierry Henry au moins réussit comme entraîneur en partant de la MLS comme avec Impact, puis après, bon, il va peut-être partir en Europe, mais qu'il arrive à avoir un certain succès là-bas, ben, ça sera, on va lui tirer, on va pouvoir lui tirer notre chapeau parce que c'est pas évident pour c'est pas facile dans n'importe quel sport pour un joueur qui a été extraordinaire de devenir entraîneur. Je pourrais citer l'exemple de Ruud Gullit, qui était un des meilleurs joueurs des Pays-Bas, mais quand il est allé entraîner le LA Galaxy, et à l'époque où Beckham était arrivé, puis tu avais Lyndon Donovan, ça fonctionnait pas du tout. Il a été un des pires. Ils l'ont congédié. Là, Bruce Arena est arrivé. Là, ils ont gagné. c'est juste pour te dire que c'est pas donné à tout le monde. Alors, mais au moins, Thierry Henry, je trouve, il a réussi ce que tous ses prédécesseurs n'ont pas fait, mais il est appuyé par une structure auquel il est en accord avec le directeur sportif. Et si ça va d'un commun accord là-dessus, je pense qu'ils ont un peu une vision, ils sont sur la même longueur d'onde. Moi, je pense que c'est pour ça que je pense que l'équipe va grandir encore. Ils ne sont pas obligés de gagner le titre tout de suite. Là, regarde l'exemple de Philadelphie. Bon, ils ne gagneront peut-être pas cette année, mais c'est peut-être un peu dommage parce que cette année, ils ont été... Une belle formation. C'est ça. Mais si tu vas voir les années précédentes. Jim Curtin, il était à ça de se faire virer à un moment donné. À peu près 2 ans et demi là, du projet, là, ça ne marchait toujours pas. Et là, tranquillement, la direction a dit non, on va être patient. Et là, tranquillement, ça s'est développé, puis ça reprend un autre 2 ans et demi pour en arriver là où ils sont là. Parce que ça... Shield, bon, ils vont peut-être être éliminés parce que Bruce Arena, c'est un fer-renard, mais ils ont une bonne équipe, puis peut-être qu'en apprenant des séries, ils vont bondir fort l'an prochain, même si Aronson est parti. Ben oui, c'est ça. Et chez l'Impact, ça aussi, ça a peut-être été déficient. Justement, cette attente-là qu'on a envers l'entraîneur-chef. Parce que si tu veux gagner, moi, je pense en MLS, il faut de la stabilité. La stabilité au sein de l'Impact, derrière le banc, on se le cachera pas, elle a été fragile dans le passé, là. Mais quand tu n'as pas de structure, la fragilité, c'est que... Moi, je sortais souvent l'exemple que Joey Saputo... voulait bâtir sa maison en commençant par le toit. C'est un peu ça. C'est pas tout à fait dans l'ordre des choses. Faut que tu commences par tes fondations, ton sous-sol, si tu veux que ta maison tienne debout. En fait, c'est comme l'histoire des 3 petits cochons. La maison qui tient quand le loup souffle dessus, c'est laquelle? C'est celle qui a les fondations et le matériau le plus solide. C'est la même chose ici. Et c'est valable pour n'importe quelle équipe de foot. Puis, mais l'entraîneur fait partie de ça. Mais beaucoup d'entraîneurs vont te dire, oui, tu as la tactique et tout, mais les joueurs qu'on va recruter, leur qualité, c'est eux aussi qui vont aussi amener du répondant et qui vont qui vont amener, disons, le reste ou la suite parce qu'ils vont appliquer les choses, ils vont se connaître sur le terrain et ils vont être capables aussi de réagir instinctivement à telle situation, etc. Mais, comme tu l'as dit, ils vont évoluer dans un cadre solide. Ils n'auront pas l'impression qu'ils vont être dans le vide, justement. Parce que et c'est ça la différence. Quand l'Impact et Rémi Garde ont essayé de faire du jeu offensif avec l'équipe et que ça ne marchait pas, ben c'est parce qu'il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de base pour le faire. Alors Thierry Henry, au moins, il a réussi à amener un peu cette base-là pour que les joueurs apprivoisent cette façon-là de jouer. Et c'est pour ça qu'on a vu un Samuel Piette évoluer. En début de saison, tout le monde voulait le sortir, Samuel Piette. On ne comprenait pas ce qu'il faisait toujours sur le terrain. Mais Thierry Henry a vu en lui la possibilité qu'il pouvait amener quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il va jouer tout le temps là, mais en développant cette polyvalence-là, on peut compter sur lui, même l'année prochaine, dans un rôle qui va être beaucoup plus large que juste
cerbère ou récupérateur de ballon. Moi, je peux sortir un exemple qui est fou, mais là, c'est une hypothèse. Imaginons là, que Thierry Henry, là, dans l'entre-saison, au camp d'entraînement, un des aspects qu'il travaille pour franchir une étape, c'est de dire, bon, une des choses qu'on va pratiquer cette saison, messieurs, c'est le jeu de la pression. On entend beaucoup parler du Gegenpressing, par exemple, qui vient de Jürgen Klopp, mais qui, en fait, a commencé un peu avant. C'est-à-dire, les Red Bull l'appliquent très bien, d'ailleurs, en MLS, un petit peu. C'est-à-dire que tu fais une pression haut sur le terrain, tu ne laisses pas respirer ton adversaire. Si tu perds le ballon, il ne faut pas que ton adversaire le conserve plus de 5 secondes, mettons. Donc, les joueurs doivent mettre de la pression et tout ça. Moi, c'est peut-être fou comme idée, mais en faisant jouer Samuel Piette plus haut, pourquoi au camp d'entraînement, on ne fait pas pratiquer le groupe et les qualités de Samuel Piette de récupérateur vont ressortir en disant on met de la pression haut sur le terrain et on récupère le ballon plus haut. Et donc, notre bloc va jouer plus haut pour que, justement, on ne laisse pas de chance à l'adversaire. On amène une autre dimension à notre équipe parce qu'on l'a vu cette année, à force de reculer peut-être trop et créer des espaces entre le milieu et les défenseurs, c'est là qu'on a eu des problèmes en défense. C'est une hypothèse. Je ne dis pas qu'ils vont le faire l'année prochaine ou qu'ils le feront jamais, mais c'est une option qui sera disponible. Parce que j'essaie d'imaginer Samuel Piette comme ça. Il est capable de faire les courses puis d'amener son jeu de récupération, mais plus haut sur le terrain, comme on a demandé à N'Golo Kanté de le faire avec Chelsea. On lui demande même parfois d'amener l'attaque. Puis là, il commence à marquer quelques buts des fois. Il l'a fait avec la France. Donc, amener le joueur à une autre dimension pour qu'il soit justement plus polyvalent. Ça n'a rien à voir avec le positionnement de départ sur le terrain. Les joueurs sont mobiles de toute façon. Fait que quand on te présente le schéma tactique au départ, là, c'est juste un schéma, mais c'est l'animation qui prime. Et ça, oui, ça se pratique à l'entraînement, mais les joueurs, il faut qu'ils apprennent à le mettre en application, puis il faut que mentalement, ils soient à l'unisson. Là. C'est pour ça qu'on parle de collectif. Il faut qu'ils soient à l'unisson pour le mettre en application correctement. Et si c'est travaillé puis que les joueurs y croient parce que justement on travaille une étape à la fois, ben, le club va évoluer dans ces aspects-là. C'est sûr. Il n'y a pas le choix d'évoluer. Et tu sais, c'est un peu ça. Si on a un Sam Piette, justement, qui est capable de récupérer haut, on a un Zachary Broguillard qui a travaillé défensivement énormément, mais qui a des qualités offensives. Fait que même chose, on fait monter le bloc, mais on a ces cartes-là qu'on n'avait pas dans le jeu de Thierry Henry. Et ça, ça regarde bien. En parenthèse, le 30 secondes, que le jeu de la pression, quand je dis que ça se travaille, donc c'est qu'il y a une question de positionnement parce que tu ne vas pas te faire prendre si l'adversaire finit par trouver un espace. Et si ça arrive, comment tu te replaces pour revenir à une défense, on va dire, en resserrant les lignes? Parce que ça peut arriver à un moment donné que ça marche pas. Mais quand tu fais de la pression, il faut que ce soit coordonné parce que tu veux amener, par exemple, c'est souvent par étapes. La pression, c'est pas juste d'aller sur le porteur du ballon pour récupérer le ballon sur le premier joueur. Tu le forces à faire une passe rapide. Et là, le deuxième joueur est amené à faire la même chose. À un moment donné, ils finissent par commettre une erreur parce que tu as calculé ta pression en fonction de ça. Donc, c'est pour ça que ça se travaille. Thierry Henry nous dit souvent « Je veux que notre équipe ait le contrôle du jeu. » Ben, si ta pression elle est travaillée justement pour que l'adversaire soit forcé de précipiter son jeu, justement, ses passes, et que les joueurs sont positionnés parce qu'ils vont l'anticiper comment le jeu va se distribuer et anticiper le moment où le ballon va se perdre, tu récupères haut et là, tu attaques et tu as les espaces devant toi. Ben, c'est un exemple. Mais pour ça, il faut que les joueurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les joueurs soient à l'unisson, il faut qu'ils savent se positionner. Il faut qu'on leur explique. Mais si on ne travaille pas ça, bon, qui va le faire? Mais Thierry Henry, il peut travailler autre chose aussi. Le truc, c'est que l'équipe, au moins, soit cohérente. Si c'est cohérent, exactement, ça va progresser. Ça va progresser. Et moi-même, je me demande, parce que je trouve que le classement, le calendrier cette année n'est pas révélateur de l'évolution des clubs. On pourrait citer le même exemple avec Vancouver, avec le travail que fait Marc Dos Santos, par exemple. Et c'est pour ça que si l'année prochaine, le calendrier revient un peu plus à la normale, comme Montréal joue à Montréal, par exemple, et qu'on... Tu sais, un vrai calendrier normal, là, on va pouvoir mieux mesurer non seulement l'évolution du club, mais comment, d'une équipe à l'autre, dans des contextes qui sont un peu plus... normal. Oui, dans un contexte normal, parce que les joueurs vont être dans ce contexte-là aussi, ben, les joueurs, tu vois, la concentration, ça va changer quelque chose. Puis là, on va pouvoir mesurer encore mieux l'évolution de l'équipe. Et peut-être que les éléments qu'on n'a pas pu travailler en 2020, ben là, on va peut-être ça va nous sauter un peu plus aux yeux. Donc, si on résume tout ça, vite fait, l'Impact s'en va dans la bonne direction présentement, quoi qu'on en dise. Ben, il y a toujours du travail à faire. Il y a toujours du travail à faire. Au début de l'émission, tu parlais de marketing et tout ça.
il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire aussi pour nous, les médias. Il y a du travail à faire pour tout le monde, mais je pense qu'on en fait. Il y a un travail quand même qui se fait. On va être honnête, il y a un travail qui se fait. Puis, à un moment donné, ben, ceux qui, peut-être, sont un peu plus négatifs, je mets entre guillemets, ou ceux qui y croient un peu moins, ben, peut-être qu'à un moment donné, c'est eux qui vont être en queue du train quand à peu près tout le monde va être embarqué, pour reprendre l'exemple au début. Et moi, j'ai hâte de voir, de toute façon, au plan sportif, où l'Impact va nous mener, mais je suis curieux de voir aussi ce que l'Impact va faire en dehors des terrains pour améliorer, justement, sa relation avec le fan montréalais, mais aussi le public montréalais. Parce que les clubs sportifs et l'attachement à une ville, c'est essentiel pour faire vibrer autant la ville et aussi les joueurs, parce qu'ils vont se sentir concernés, hein, en quelque part. Porter un maillot, le feeling que ça a, tu sais, quand tu entends parler de Liverpool, de Manchester United en Angleterre ou Marseille en France, ce genre de feeling-là, ben, c'est parce qu'il y a un lien avec le public de ces villes-là. Et il y a quelque chose qui s'est créé avec le temps, avec l'histoire. Mais ça a pris des années à se faire. À Montréal, là, il faut laisser du temps. Mais j'ai hâte de voir sur quel aspect il va travailler. Puis je te dirais qu'on se donne, ça, on a à avoir cette conversation-là. On se donne rendez-vous une fois par an, puis on mesure l'évolution de la chose. Oui, ça serait intéressant. Si ça régresse ailleurs, puis on pourra toujours en discuter de façon constructive pour voir qu'est-ce qui reste à corriger, qu'est-ce qui n'a pas été travaillé, là où ça a été amélioré, tout simplement. Exactement. Je pense que ça fait le tour du sujet pour aujourd'hui. Ah, mais déjà qu'il y avait du stock comme ça prouve que l'Impact a de l'intérêt. C'est la presse en dit. Exactement. C'est en plein ça. Je pense que ça résume tous les propos du podcast d'aujourd'hui. Je te remercie d'avoir été avec nous, Mathieu. Et, merci, Jeff. C'est moi qui te remercie de m'inviter pour participer à ton émission. Parfait. C'est chouette. Merci, Mathieu. Bye-bye. Bye. On termine donc le podcast de ce soir. Je veux remercier tous ceux qui ont été avec nous. Mathieu, Michel qui a été là, qui va arrêter Nashville, qui va arrêter la muraille jaune. Bref, on va s'en parler encore demain, donc j'espère que vous serez avec nous. On va analyser les 3 matchs de ce soir. Gavino doit être en dépression présentement, moi-même, où on se parle alors que le TFC s'est pas rendu vraiment plus loin que l'Impact de Montréal dans ce tournoi-là, mais sur papier, avait la formation pour le faire pourtant. Alors, ça sera intéressant de suivre tout ça. Donc, soyez là avec nous demain soir, 20h, pour une nouvelle édition de votre podcast BBN. Là-dessus, je vous dis à